Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 19h sur Monaco Info. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 5 avril. Le premier tour des qualifications du Rolex Monte Carlo Masters a eu lieu aujourd'hui. 14 matchs ont été disputés. Nous ferons le point sur les résultats de la journée avec notre journaliste Frédéric Elion. L'homme d'affaires et résident monégasque Flavio Briatore a été nommé hier ambassadeur de bonne volonté 2025 par le Monaco Ambassadors Club. Nous reviendrons sur cette soirée prestigieuse dans un reportage. Et puis nous accueillerons la spécialiste des États-Unis Isabelle Lebon pour évoquer les nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump depuis ce samedi. Comment cette décision va-t-elle nous impacter? Élément de réponse à suivre. Enfin, pour adoucir les mœurs, un peu de musique. Le Printemps des Arts a proposé son deuxième concert d'orgue hier à l'église du Sacré-Cœur. Majestueux, vous le verrez. Mais d'abord, l'image du jour au Monte Carlo Country Club, le Prince Albert II et des dizaines de joueurs de tennis, Alexander Zverev, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, pour ne citer que, étaient réunis pour l'inauguration du cours Elisabeth-Anne de Massy, en amont de l'ouverture de cette première journée de qualification du Rolex Monte Carlo Masters. Pour nous parler de cet instant d'émotion, nous sommes en duplex avec la présidente de la Fédération monégasque de tennis. Bonsoir Mélanie-Antoinette de Massy. Bonsoir, merci de m'accueillir dans le JT. Vous avez inauguré ce matin un nouveau cours qui vous tenait particulièrement à cœur, Mélanie-Antoinette de Massy. Oui, en effet, nous avons décidé avec mes collaborateurs de renommer le cours numéro 2 du Rolex Monte Carlo Masters, cours Elisabeth-Anne de Massy. Et c'est un cours qui nous tient particulièrement à cœur parce que c'est un cours du Monte Carlo Country Club, bien sûr, mais c'est le cours où évolue notre équipe nationale pour les rencontres de Coupe Davis. Et cela depuis très longtemps, depuis de très nombreuses années. Et c'est un cours d'ailleurs, ma mère me disait souvent toutes les dernières années de sa vie qu'il fallait lui trouver un nom. Elle me disait « Oh, réfléchis, il faut qu'on trouve un nom, quelque chose qui est cohérent à la fois pour le tournoi, pour le club, mais aussi pour la fédération, pour la Coupe Davis ». Et donc ça nous a paru tout naturel, c'était même pas une question, on y a tous pensé quasiment au même moment d'appeler ce cours après elle et en hommage et finalement pour la remercier pour les 50 ans de sa vie qu'elle a dédié au tennis monégasque, à la fois pour le tournoi, pour le club et pour la fédération. Et cette inauguration a été un moment émouvant en présence du Prince Albert II et de nombreux joueurs. Oui, absolument. Écoutez, nous avons eu quasiment toutes les têtes de série. Il y a eu plus d'une trentaine, je crois pas loin, je ne l'ai pas compté, mais pas loin d'une quarantaine de joueurs, ce qui est assez unique. Ce n'était pas une obligation, donc c'est vraiment qu'ils souhaitaient venir, qu'ils souhaitaient partager ce moment. Donc beaucoup d'entre eux ont quand même rencontré ma mère, l'ont connu, certains même très bien. Et je sais, je l'ai vu, et je ne parle pas juste des joueurs de la Fédération monégasque de tennis qui étaient présents, mais même d'autres qui étaient sincèrement émus et qui m'ont dit bon courage à toi. Et nous sommes vraiment heureux de pouvoir être là aujourd'hui, à ce moment-là, pour toi et en souvenir de ta maman. Donc pour nous, c'était vraiment un moment particulier. Je dois avouer que j'ai eu un peu de mal personnellement à regarder la petite vidéo souvenir avec des photos. Et c'était vraiment un moment émouvant et je suis très heureuse aussi que le prince souverain ait pu être parmi nous. Et lui aussi m'a dit, j'aurais évidemment pas raté ça. Et je pense que pour les joueurs, c'était important aussi qu'il soit là. Et dans la foulée, vous avez visité le Player Village. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette nouveauté cette année ? Ça, je suis vraiment heureuse qu'on ait pu l'ouvrir. Je tiens à remercier aussi la Société des Bains de Mer pour leur aide, pour ce partenariat que nous avons développé avec la société et notamment avec le Monte Carlo Beach Club. Nous avons vraiment travaillé dur, toutes mes équipes à l'année, pour trouver une solution pour joindre le Monte Carlo Beach Club au Monte Carlo Country Club afin que les joueurs ne sortent jamais du site du Rolex Monte Carlo Masters, du tournoi. Ce qui veut dire que, comme vous savez, notre hôtel officiel, c'est le Monte Carlo Bay. Ça, les joueurs aiment beaucoup rester là-bas. C'est un hôtel fantastique et tout près du tournoi. Donc, ils peuvent venir du Monte Carlo Bay au tournoi, soit avec nos voitures officielles, donc les Maserati, soit avec le tender qui fait la liaison même en période estivale entre le Monte Carlo Bay et le Monte Carlo Beach Club. Et donc le beach est devenu notre Players Village. Et du moment où ils sont ici, ils sont dans l'enceinte du tournoi. Et nous avons créé tout un nouveau cheminement avec notamment des tunnels donc éphémères, des tunnels éphémères, des parois, en passant par nos sous-sols avec des petites voiturettes électriques et qui rejoignent directement leur vestiaire.
Donc nous avons privatisé tout le site, le restaurant Le Deck et la piscine. Ils ont un lounge avec des PlayStation et des jeux vidéo. Ils aiment bien, ça les détend. Je crois qu'ils se font des petites compétitions entre eux aussi. Il y a des ping-pong, tennis de table, baby-foot, tout ce genre de jeux. Et c'est donc pour les joueurs, leur entourage professionnel, les coachs, entraîneurs, coach mental, etc. et leur famille. Donc il y a aussi le Kids Club pour ceux qui viennent avec les enfants. Et pour l'instant, les retours sont vraiment positifs. Donc ça a été vraiment des mois de discussion que mes équipes et moi-même nous avons eu avec les personnes du beach et les personnes de la SPM pour mettre ça en place. Et je pense que c'est un franc succès. Tous les joueurs nous disent que vraiment c'est même pas une légère amélioration, que c'est extraordinaire ce que nous avons pu faire. Ils nous disent que nous sommes devenus le meilleur player area, donc nous on l'appelle le player village, mais donc espace joueur de tout le circuit professionnel. Donc ça, c'est des joueurs qui font évidemment tous les Masters 1000 et tous les grands chelems. Et ils n'arrêtent pas de nous dire que nous sommes maintenant devenus le meilleur du circuit. Le tableau de la 118e édition du tournoi a été révélé hier. Comment est-ce que vous le qualifiez? Plutôt équilibré? On peut dire que les prétendants à la victoire finale sont nombreux? Ah oui, absolument. Je pense que bien maintenant qu'il y a notamment plus Rafael Nadal et Roger Federer, bon, il y a encore Novak qui fait peur à tout le monde, mais c'est un tableau, même Stefanos Tsitsipas, je le disais hier, il a redit ce matin, maintenant c'est vraiment équilibré. Il y a de nombreux joueurs qui ont les capacités et qui ont par rapport au tirage les possibilités d'aller en finale. Donc là, je serais incapable moi de vous dire qui on va voir, qui on a des chances de voir ce week-end. Ils ont vraiment toutes leurs chances. Alors évidemment, personnellement, je vais vous dire que j'espère voir Valentin Vachereau en finale en simple et j'aimerais bien, pourquoi pas, avoir Hugo et Romain aussi le plus loin possible et au moins un des deux gagner le tournoi en double aussi. Mais bon, ça évidemment c'est ce que j'espère, comme je pense tous les monégasques du moins. Mais ce qui est certain, c'est que nous allons avoir tout le long des 9 jours, donc y compris aujourd'hui avec les qualifs, nous allons avoir des matchs, je pense, très serrés et du très très beau tennis comme chaque année, vu que nous avons la chance de pouvoir avoir tous les meilleurs joueurs du monde. Voilà, et les finales sont prévues donc dimanche 13 avril. Merci beaucoup Mélanie Antoinette de Massy d'avoir été avec nous. Écoutez, merci à vous, merci d'être toujours présent et de nous soutenir, que ce soit le tournoi, la fédé ou le club. Sur les cours, les premiers matchs qualificatifs ont été disputés en l'absence de Monégasque ce week-end. Nous retrouvons Frédéric Elion sur place pour les résultats de ce samedi, avec aussi un invité de marque. Oui, c'est la première fois depuis plus de 20 ans, Sarah, qu'aucun joueur de la Fédération monégasque de tennis ne participe aux qualifications en simple du Rolex Monte Carlo Masters. Plusieurs explications à cela. Hugo Nys et Romain Arneodo étaient par exemple à Marrakech encore hier pour disputer avec leurs paires respectives les demi-finales du tournoi de double. Ils auraient pu d'ailleurs même s'affronter en finale cet après-midi, mais Romain a perdu. Hugo a gagné, quoi qu'il arrive, donc il ne pouvait pas être présent ici au Monte Carlo Country Club pour participer aux qualifications du tournoi en simple, comme ils l'ont fait déjà à de nombreuses reprises lors des années précédentes. Autre absent, mais pour une autre raison, Luca Catarina, qui lui aussi a participé bien à de nombreuses reprises à son tournoi ici, que ce soit dans le tableau principal ou en qualification. Eh bien Luca est toujours blessé, donc il n'a pas pu jouer ici sur ses cours. Pas de joueur, donc vous l'aurez compris, de la Fédération monégasque de tennis sur les cours, mais une grande attraction, la dernière de Richard Gasquet ici à Monte Carlo. Oula, non. Ah non, putain, un torse. Le Français va prendre sa retraite après Roland Garros et dispute son dernier Rolex Monte Carlo Masters grâce à une wildcard. C'est ici que tout a commencé pour lui après une première victoire sur le circuit ATP à 15 ans, le 15 avril 2002 face à l'Argentin Squillari. 23 ans, tu vois, c'est énorme, c'est quasiment une autre vie. Après, j'étais venu, oui, j'avais eu la wildcard, j'étais venu jouer les qualifs. Après, j'avais réussi à faire deuxième tour, mais j'ai l'impression parfois que c'est dans une autre vie, surtout quand je vois les images et tout ça. C'est clair que c'est toujours spécial. En tout cas, c'est sûr que j'aurais pas pensé en tout cas jouer ici à nouveau 23 ans après. Ça c'est clair. Il y a eu des grands moments ici, c'est un des plus grands tournois du monde, donc je suis très très heureux de pouvoir le rejouer une dernière fois. Et c'est sûr que j'espère en tout cas pouvoir donner le maximum de moi-même, quoi.
Rien n'a été pareil après. Ici, tout a commencé pour moi quasiment, parce qu'après, tout a été différent après ce tournoi-là. Et oui, c'est sûr que les serviettes, le vestiaire, je me souviens de l'entrée avec Safine sur le court, c'est des moments qui sont incroyables forcément, et même si ça fait 23 ans de ça, j'arrive quand même à m'en souvenir, j'ai quelques flashs de ces moments-là, quoi. Autre moment marquant, Sarah, pour Richard Gasquet ici au Monte Carlo Country Club, sa victoire il y a 20 ans déjà face à Roger Federer. Le Biterrois débutera son tournoi demain sur le court central en deuxième rotation face à l'Italien Matteo Arnaldi. En attendant, d'autres Français étaient sur les cours aujourd'hui pour les qualifications. Ça passe pour Corentin Moutet, une victoire en 3-7 face au Canadien Diallo. Pierre-Hugues Herbert lui aussi est passé face à Vukic. Fin de l'aventure par contre prématurément pour Hugo Gaston qui a perdu face à l'Argentin Hugo Carabelli. Merci Frédéric. Et Valentin Vachereau sera le premier joueur de la Fédération monégasque de tennis à se lancer dans le tournoi demain après-midi sur le cours des Princes en troisième rotation. Direction le pays du soleil levant pour une toute autre discipline. Les essais libres du Grand Prix du Japon ont eu lieu tôt ce matin. Le monégasque Charles Leclerc s'élancera de la 4e place sur la grille, soit en 2e ligne, alors que son coéquipier Ferrari Lewis Hamilton s'est loupé dans le dernier tour et partira en 8e position. C'est Max Verstappen de l'écurie Red Bull qui s'est emparé de la pole position. Le Néerlandais a créé la surprise en devançant de quelques millièmes de seconde les McLaren de Lando Norris 2e et d'Oscar Piastri 3e. La Formule 1, c'est un milieu qu'il connaît bien. Flavio Briatore était nommé hier à la Salle Empire de l'Hôtel de Paris ambassadeur de bonne volonté 2025. Ce titre récompense les personnalités qui participent activement au rayonnement de la principauté. Retour sur cette soirée qui a également permis de lever des fonds pour les enfants dans le besoin avec Gaëtan Lebrun et Julien Laugier. Flavio Briatore, un visionnaire et entrepreneur dévoué à la principauté, a été mis à l'honneur hier à l'hôtel de Paris. En présence du prince souverain, l'ambassadeur club de Monaco a félicité Flavio Briatore pour l'impact positif qu'il a eu sur la principauté depuis la dernière décennie. Une récompense à laquelle il ne s'attendait pas, lui qui vient tout juste de reprendre les rênes de l'écurie alpine avec l'objectif de la ramener au sommet d'ici 2026. Pour moi, c'était vraiment une surprise. Et je vais remercier tout le monde. Je remercie en particulier Prince Albert qui m'a choisi pour ambassadeur Goodwill. C'est quelque chose d'émotionnant, extraordinaire. Parce que moi je pense que Monaco a fait des choses. Et savoir que les gens ils reconnaissent que tu as fait quelque chose de bien pour le pays, c'est fantastique. En présence de nombreux sponsors de l'ambassadeur club, la soirée était aussi dédiée à l'association Les Enfants de Francky, pour qui une vente aux enchères a été organisée en fin de soirée, dans le but de lever des fonds et venir en aide aux enfants dans le besoin en France comme en principauté. Je suis très contente de partager mes chocolats, chocolat de luxe, chocolat couture, né à Monaco, pour partager un moment d'émerveillement, une belle expérience chocolatée parmi les invités de cette soirée. L'ambassadeur club en a profité pour annoncer la création d'un Young Ambassador Club pour les jeunes de 16 à 30 ans afin de maintenir la principauté dynamique et soucieuse des générations futures. L'entrepreneur succède ainsi au chanteur Umberto Tozzi, nommé ambassadeur de bonne volonté en 2024. À l'international, ça y est, des droits de douane additionnels de 10% sont entrés en vigueur aujourd'hui aux frontières américaines. Quelles conséquences cette décision de Donald Trump pourrait-elle avoir sur nous en Europe? Les spécialistes prévoient un ralentissement de l'économie majeure dans le monde. Nous avons contacté Isabelle Lebon, professeure en sciences économiques à l'université de Caen et co-auteure du livre Les États-Unis au XXIe siècle, en faits et en chiffres, pour y voir plus clair. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. D'abord, que cherche Donald Trump à travers cette mesure? Réduire le déficit commercial et réindustrialiser les États-Unis? L'objectif affiché est effectivement la réindustrialisation des États-Unis avant toute chose. Et donc, c'est véritablement là-dessus qu'il vend son projet. Le deuxième objectif affiché est de baisser les impôts. On sait que c'est une promesse électorale importante du candidat Donald Trump. Et donc, de substituer
aux impôts, eh bien, tout simplement les droits de douane qui seront versés par les entreprises étrangères. Mais de fait, les droits de douane ne sont pas versés par les entreprises étrangères. Les droits de douane, c'est une taxe sur la consommation. Est-ce que cela peut fonctionner ? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par fonctionner. On peut avoir une partie de l'industrie qui revient aux États-Unis. Évidemment, ça ne sera pas du tout immédiat. Le premier effet que ça va avoir aux États-Unis, ça va être un effet inflationniste immédiat, puisque ça porte sur beaucoup de biens de consommation qui vont augmenter, les voitures, les vêtements. Donc, on a véritablement, dans un premier temps, cet effet inflationniste. Il peut y avoir ensuite un certain retour d'un certain nombre d'industries aux États-Unis, mais il ne faut pas oublier que ces industries seront moins soumises à la concurrence internationale et donc éventuellement moins productives et pouvant avoir des marges sur les consommateurs qui seront plus élevées. Voilà, donc le risque à court terme, c'est la perte de pouvoir d'achat des Américains et notamment les plus pauvres seront les plus affectés. Est-ce que chez nous aussi, il y a un risque d'inflation ? Risque d'inflation, non. Puisque véritablement, comme je vous le disais, les droits de douane, c'est une taxe sur les consommateurs et donc les consommateurs du pays qui les impose. Tout dépendra des mesures de rétorsion qui seront prises par les pays européens et c'est à ce niveau-là, on voit que la Chine a imposé des droits de douane en retour à 34%, dans ce cas-là, effectivement, il va y avoir une taxe sur leurs propres consommateurs également. Tout dépendra du type de mesures que l'Europe prendra pour se prémunir et pour essayer de négocier avec les États-Unis, puisqu'il ne faut jamais oublier que toutes ces mesures sont non définitives et qu'on est véritablement sur un round de négociation, sauf peut-être les 10% qui resteront, mais pour le reste, tout ça va être soumis à des négociations futures. Et les 10%, c'est juste une première étape. Alors, 10%, c'est la base mondiale. Voilà, et donc il y a un certain nombre de mesures spécifiques qui sont prises sur différents pays. Sur l'Europe, on a vu que ce ne serait pas l'Union européenne, non pas 10%, mais 20%. Sur la Chine, 34%, dont il ne faut pas oublier que ça s'additionne aux 10% de février et 10% déjà du mois de mars, donc 54%. C'est 25% spécifiquement sur les automobiles d'où qu'elles viennent. Voilà, donc il y a toute une gamme de mesures qui vont être prises et dont certaines sont rentrées en vigueur et d'autres vont rentrer en vigueur au fur et à mesure, sauf négociation. Encore une fois, il faut jamais oublier que Donald Trump est quelqu'un qui fait des deals et donc il a avancé un pion, on va dire, peut-être dans des deals. Une conséquence qui a été immédiate, l'annonce a provoqué un violent décrochage boursier du jamais vu depuis la crise du Covid en 2020. Tout à fait, parce que si le risque, comme je vous le disais, notamment pour les Européens, n'est pas l'inflation, sauf à ce qu'ils prennent des mesures de rétorsion qui le provoquent, le risque est au contraire sur l'activité économique, l'activité de l'ensemble des industries qui sont exportatrices vers les États-Unis. Si on regarde la France, on voit qu'il y a une très forte inquiétude du côté des vins et spiritueux et des produits de luxe. Si on regarde l'Allemagne, on sait que c'est l'industrie chimique et encore plus l'industrie automobile qui est extrêmement inquiète des répercussions qu'auront ces mesures. Donc la bourse décroche évidemment puisque les valeurs liées à ces industries forcément perdent du terrain. Merci beaucoup Isabelle Lebon d'avoir partagé sur notre antenne votre analyse. C'est moi qui vous remercie. On reste aux États-Unis puisqu'il est l'heure de la chronique US. Cette semaine, Alexandra Pani, on vous retrouve sur la côte ouest, précisément dans la Cité des Anges, où se trouve une délégation de la direction du tourisme et des congrès pour une opération séduction. Dites-nous tout. Oui, la direction du tourisme et des congrès de Monaco est en tournée américaine, une tournée qui a débuté à Newport Beach. Nous les retrouvons actuellement à Los Angeles. Au programme, de nombreux rendez-vous professionnels pour promouvoir la destination Monaco. Retour sur ces quelques jours dans ce reportage. Opération séduction pour la direction du tourisme sur la côte ouest. Les États-Unis représentent le deuxième marché touristique de la principauté. Et pour la première fois depuis près de 10 ans, une tournée à Orange County puis Los Angeles était organisée.
Les dernières missions se sont déroulées uniquement à New York. Cette année, nous avons fait le choix de venir aussi sur la côte ouest, qui est une source importante de visiteurs pour la principauté. Le marché américain, aujourd'hui en volume, est le second marché de la principauté. C'est au même niveau que la France, quasiment en valeur pour la principauté. C'est donc un des marchés essentiels de Monaco. Nous rencontrons bien évidemment des journalistes qui vont porter le message Destination Monaco vers les clients américains, mais essentiellement aussi des agents de voyage et des organisateurs d'événements. Certains connaissent déjà bien la principauté, d'autres travaillent pour des agences qui connaissent la principauté, mais eux, un peu moins. Et parfois, certains sont vraiment des gens qui viennent régulièrement en principauté et nous continuons à les fidéliser. Une délégation composée de membres de Visite Monaco, mais aussi de leur bureau aux États-Unis et de représentants de 7 hôtels monégasques. Le marché californien était toujours très important pour nous. En tant que Fairmont, c'est vrai que la marque est connue aux États-Unis et au Canada. Donc bien sûr, New York, c'est plus proche, donc c'est notre premier marché. Mais après New York, c'est toujours Floride ou Californie qui se positionne comme deuxième marché aux États-Unis pour nous. On voyage souvent avec la direction du tourisme de Monaco et aussi avec les concurrents hôteliers, mais on travaille vraiment comme une équipe monégasque. Et naturellement, les professionnels de tourisme ont plus de facilité à proposer notre destination après les événements comme ça. Promouvoir la destination Monaco. Cette année, des déjeuners d'affaires ou encore des rencontres networking étaient au programme. Mais il faut aussi savoir se diversifier et offrir des expériences uniques. Quelques partenaires ont ainsi eu le privilège d'assister à un match des Lakers, la célèbre équipe de basketball, et voir LeBron James et ses coéquipiers affronter l'équipe de Stephen Curry. Des rendez-vous qui ciblent à la fois de nouvelles agences de voyage comme des partenaires déjà habitués de la principauté. C'est toujours plus agréable de pouvoir se rencontrer. Notre relation nous permet, lorsque j'ai un client qui se rend dans cette destination, de toujours prévenir mes contacts pour leur dire que quelqu'un vient. Et si l'on peut leur fournir un service VIP pour les hôtels et les conseiller sur des activités. C'est très important pour moi. Une tournée qui se poursuit ces prochains jours sur la côte Est, cette fois-ci à New York. Pas toujours simple de se lancer dans l'entrepreneuriat, alors un petit coup de pouce est toujours le bienvenu. Les entrepreneurs de demain avaient rendez-vous au siège de la Jeune Chambre économique qui organisait sa première Pitch Night jeudi. Les étudiantes de l'Université internationale de Monaco ont présenté leurs idées devant un public de professionnels prêts à les aider à passer au niveau supérieur. Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal étaient à leur côté. C'est une initiative de la Jeune Chambre économique de Monaco lancée l'année dernière. L'expérience est renouvelée, le rendez-vous est donné pour la première soirée Pitch Night du Startup Meeting Club, dédiée aux jeunes entrepreneurs ou porteurs de projets désireux de présenter leurs initiatives devant un public dynamique et des experts prêts à les challenger tout en étant bienveillants. Ce que l'on recherche ici, c'est deux choses. Les aider à faire ce qu'on appelle l'elevator pitch, donc expliquer leur concept très succinctement, ils ont 3 minutes pour le présenter à un public et après avoir un échange avec ce public pour les aider à améliorer leur présentation, prendre déjà du feedback sur là l'idée elle est bien mais il faudrait peut-être améliorer 2-3 choses et l'objectif c'est aussi de les aider à se préparer pour le concours de création d'entreprise de la Jeune Chambre économique. Pour cette première soirée, ce sont 8 étudiants de l'Entrepreneurship Club de l'IUM, l'Université internationale de Monaco, qui ont présenté leur projet. Mon idée de pitch, c'est de créer un centre d'examen pour, par exemple, les langues, les examens de yachting dans les banques, les trucs comme ça, dans Monaco. Parce que le centre, par exemple, d'anglais, le plus proche de Cambridge, il a Sophia Antipolis. Et beaucoup de mes amis qui travaillent là-bas disent qu'il y a une énorme demande à Monaco et que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait et qui bénéficierait la principauté en général. Il y aura encore 3 rendez-vous dans l'année. Ils seront ouverts au grand public pour venir également pitcher un projet ou une idée. Et à l'issue, certains auront l'opportunité de participer au salon Startup Meeting, organisé par la Jeune Chambre économique de Monaco, et ainsi mettre en lumière ces projets et éventuellement les concrétiser.
Poursuivons en musique avec le Printemps des Arts. Le festival proposait cette année 2 concerts d'orgue, le premier en la cathédrale la semaine dernière et le second avait lieu hier soir au sein de l'église du Sacré-Cœur au Moneghetti. L'organiste invité, Éric Lebrun, a proposé un programme autour du compositeur anglais Orlando Gibbons, qui était aussi organiste et même l'un des plus grands de son époque. José Sacré, Camille Caloni et Clélia Renaud. Éric Lebrun, organiste, compositeur et musicographe, est l'organiste titulaire du très bel instrument de cavaille-école de l'église Saint-Antoine des 15-20 à Paris. Invité du Printemps des Arts de Monte-Carlo, vendredi 4 avril, Éric Lebrun, sur l'orgue de l'église du Sacré-Cœur au Moneghetti, a donné un concert en hommage au grand compositeur anglais Orlando Gibbons. Cette année, c'est l'anniversaire d'un grand compositeur anglais qui s'appelait Orlando Gibbons, qui est une figure incontournable de la musique européenne. Et il est entouré dans ce programme de ses contemporains anglais. Et puis j'ai choisi de finir avec une autre période de la musique anglaise en jouant des œuvres de Handel. Gibbons a écrit une œuvre considérable pour le clavier d'une manière générale. Il était organiste, comme beaucoup de ses contemporains anglais, mais il a écrit des œuvres qui peuvent être jouées aussi bien sur le virginal, qui est un petit instrument à cordes pincées, qu'au clavecin ou à l'orgue. Alors, évidemment, l'Église d'Angleterre a été tourmentée, passant du catholicisme au protestantisme, puis à la religion anglicane. Mais à cette période, donc, on sort d'une période assez difficile. Et grâce à une reine Élisabeth extrêmement mélomane, qui d'ailleurs avait collectionné beaucoup d'instruments de musique, eh bien, nous avons eu l'émergence d'une musique pour le clavier tout à fait originale, qui aura une grande influence sur l'ensemble de l'Europe. Le Printemps des Arts célèbre le 150e anniversaire de la naissance de Pierre Boulez. Oui. Quel rapport entre Pierre Boulez et Orlando Gibbons ? Alors, il se trouve que Pierre Boulez aimait beaucoup la musique d'Orlando Gibbons et qu'il avait d'ailleurs dirigé, et c'est pour ça que j'ai choisi Handel, des œuvres du grand compositeur anglais du XVIIIe siècle. Par ailleurs, cette musique était aussi, j'allais dire, une des musiques favorites du pianiste Glenn Gould, qui pensait que Orlando Gibbons était un des plus grands compositeurs de musique contrapuntique, enfin de musique pour clavier à plusieurs voix. Voilà, donc c'est un musicien qui a, j'allais dire, un parcours particulier dans la pensée, dans l'intimité de la pensée de Pierre Boulez. Le concert de clôture du Printemps des Arts 2025 aura lieu dimanche 6 avril à 17h à l'Opéra de Monte-Carlo avec au programme Ravel et Messiaen. Le combat pour le cœur des femmes continue. L'association Femmes Leaders Mondiales Monaco a organisé sa 8e soirée au Yacht Club de Monaco jeudi. Comme vous le voyez sur ces images, toutes les femmes sont vêtues de rouge. Parmi elles, des médecins du centre cardio-thoracique et du CHPG et plus généralement des personnes impliquées dans cette action dédiée à la prévention et à la prise en charge des soins pour les femmes démunies atteintes de pathologies cardiaques. Pour cette édition 2025, Camille Gottlieb représentait sa mère, la princesse Stéphanie. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un court instant, vos prévisions météo présentées par Théo Schumer. Quant à moi, je vous retrouve demain à 18h30. Ce dimanche 6 avril, nous célébrerons la journée internationale du sport pour le développement et la paix. À cette occasion, l'organisation monégasque Peace and Sport a lancé le challenge White Card. Les équipes de la direction de la communication et de Monaco Info se sont prêtées au jeu devant l'objectif de Manuel Vitali. Excellente soirée. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.
Le soleil n'en finit plus de briller ce week-end à Monaco et on ne va pas s'en plaindre parce qu'une petite perturbation pourrait bien venir contrarier votre début de semaine. Mais on n'y est pas encore. Avant ça, votre dimanche s'annonce bien avec un joli soleil le matin, mais quelques passages nuageux à prévoir toutefois l'après-midi et en soirée. Pas de quoi perturber le Rolex Monte Carlo Masters, rassurez-vous. Pour ce qui est des températures, on sera sur des valeurs assez fraîches avec 12 degrés demain matin et jusqu'à 16 degrés l'après-midi. Seul le soleil pourra réchauffer un peu tout ça. Allez, et puis demain, ce sera la Saint-Célestin. Pensez à souhaiter une excellente fête à ceux que vous connaissez. Bon week-end avec nous. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.